L'affaire que nous allons traiter aujourd'hui est abominable. Jenny Gagné, alias Mercedes Morr, était une belle influenceuse de 33 ans, bien connue pour ses talents dans le domaine du mannequinat et rassemblant plus de 2,6 millions de followers sur Instagram. D'ailleurs, plusieurs noms de renom suivent son compte, dont Snoop Dogg et Megan Thee Stallion. Argent, succès, entourage, tout semble sourire à la jeune femme. Cependant, elle attire également de nombreux jaloux et stalkers, dont un en particulier. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi, merci de demander, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ADJ, Affaire du jour. Je suis Nathalie Cat, étudiante en criminologie, car la criminologie me passionne tout simplement. Si ce domaine t'intéresse, n'hésite pas à nous rejoindre, ça me ferait chaud au cœur et ça ne mange pas de pain. Et en plus, je vois que plus de la moitié des spectateurs, et c'est énorme, ne sont pas abonnés. Alors vas-y, ça prend un quart de seconde et ça me ferait très plaisir. Et c'est un petit geste rapide qui m'encourage à poursuivre mes vidéos. Et puis en plus, je t'assure que Poupie ne viendra pas te dévorer si jamais tu t'abonnes. Mais si tu t'abonnes pas, gare à toi. Je te laisse aussi mes comptes TikTok et Instagram si je te manque entre deux vidéos. Mais je te laisse avec un semi-générique. « 2021. Jenny Gagné est une jeune femme de 33 ans qui vit au Texas. C'est une femme qui a le sens de l'entreprise. Son père, Mark Gagné, raconte que petite, par exemple, elle vendait ses dons de coiffeuse dans le garage. C'est quelqu'un de très orienté vers l'esthétique et qui a le sens des affaires. Malheureusement, et c'est des choses qui arrivent, ses parents divorcent et Jenny est obligée de faire des allers-retours entre Los Angeles et le Texas pour les droits de visite. Cette instabilité va nuire à son assiduité scolaire, mais elle s'en sortira tout de même à la fin car après le lycée, elle devient assistante dentaire et emménage à Los Angeles avec son copain. Il y a pire comme destin. Elle devient danseuse de boîte de nuit sous le nom de Mercedes Morr. Alors ce nom était lourd de signification car Mercedes était synonyme de luxe, car c'était la célèbre marque de voiture, et Morr comme le mot anglais more qui signifie plus. Son entourage dit qu'elle gagnait bien sa vie, elle se faisait environ 4 à 5 cas par semaine, $5,000, ce qui n'est pas mal, et sachez que Jenny était très sociable et comptait de nombreux amis, et même des célébrités telles que Cardi B, Drake et 50 Cent. Elle était bien intégrée dans le paysage de Los Angeles, et Mercedes, alias Jenny, projette ensuite d'emménager à Houston avec son compagnon. Sa sœur confie que Mercedes voulait une vie de famille, se marier, avoir des enfants, enfin se poser. Elle était à une époque de sa vie où elle avait du succès, gagnait de l'argent, était sponsorisée par des marques dont elle faisait la promotion sur ses comptes sur les réseaux sociaux. Elle qui avait l'esprit d'entreprise dans le sang, elle souhaite lancer une ligne d'extension de cheveux et de leggings dont elle fait la promo sur son compte Insta qui rassemble plus de 2 millions de followers. Bon, je parle au présent pour faciliter les choses. C'était l'archétype de la fille américaine parfaite. Une apparence parfaite, avec une chevelure parfaite, le parfait make-up, un visage magnifique. Et c'était aussi une fille de la nuit qui adorait faire la fête, avait de l'énergie à revendre et était adorable avec son entourage. Le problème, c'est que sa popularité sur les réseaux va lui attirer pas mal de stalkers, ce qui la pousse à déménager et à apprendre quelques trucs de self-défense. Son père avait extrêmement peur du danger que pourrait lui apporter cette notoriété et lui dit même « Dans tes followers, certains te suivent parce qu'ils t'aiment, d'autres parce qu'ils t'envient, d'autres sont plus fous et sont même obsédés par toi. » Et il ignorait à quel point cette phrase était prophétique. Le 29 août 2021, Mark, le père de Jenny, reçoit un appel inquiétant de la sœur de Jenny, London. En effet, elle lui révèle que Jenny postait quotidiennement sur ses réseaux sociaux et là, il n'y avait plus rien. Pas d'updates, pas de photos, de posts ni de stories. C'était donc inhabituel. Ils essaient donc de la joindre mais sans succès. Jenny ne répond pas. Sa dernière activité connue était une pool party, une pool party, qui datait de quelques jours, donc il pensait que Jenny, qui était particulièrement fêtarde et avait la gueule de bois, n'arrivait pas à se remettre de la soirée. Mais son père a un pressentiment, un mauvais pressentiment, et décide de se rendre au domicile de sa fille avec sa copine. Il tente de la contacter de nombreuses fois, mais Jenny ne décroche pas.
En arrivant chez elle, il remarque que sa BMW est toujours dans le garage. Donc bingo, sa fille était sûrement chez elle. C'était bon signe. Ou pas. Mark a une très mauvaise impression, comme si quelque chose ne tournait pas rond. Et là, il a une vision d'horreur. Sa fille en bas de l'escalier est recroquevillée en boule, sa jambe tordue dans un angle affreux. Elle était à moitié nue. Mark se passe les pires scénarios. Sa fille était sûrement tombée dans les escaliers ou avait fait une mauvaise rencontre. La copine de Mark monte dans la chambre de Jenny pour trouver quelque chose pour couvrir la jeune femme et c'est là qu'elle tombe sur quelque chose d'horrible. Elle trouve un homme allongé dans le lit de Jenny, un couteau planté dans le cou. Elle hurle et appelle le père de Jenny qui accourt et remarque quelque chose de terrifiant. L'homme respirait, il était toujours vivant. Mark s'écrie alors « Qu'est-ce que tu lui as fait ?» En levant les yeux, il remarque des écritures sur les murs écrites au rouge à lèvres. « Jenny m'a fait faire ça. Elle se souciait de moi, mais elle portait la lance d'un autre homme. » Petite remarque, si une femme se fiance avec un autre gars, c'est qu'elle s'en fiche un peu de toi. « J'aurais voulu rester en Floride. J'aurais voulu ne jamais la rencontrer. Et aussi, désolé pour le proprio. J'ai été utilisé pour de l'argent. » C'est effrayant. C'était comme si l'homme qui avait écrit ces mots s'était fait un film sur Jenny, mais de manière folle. Pas comme toi avec ton crush lorsque tu t'imagines des scénarios. La police est rapidement appelée sur les lieux du crime. Car il y avait bien eu là un crime. Au moment où la police arrive, l'homme mystérieux à l'origine des messages décède. Bien évidemment, les nouvelles de la mort de Jenny se propagent très rapidement sur les réseaux. London, sa sœur, écrit un post déchirant sur Instagram. « Hier, ça a été le pire jour de ma vie. Ma vie, mon cœur, mon âme ne sont plus. » Les rumeurs sur les circonstances de la mort de Jenny se répandent également très rapidement. Double peine pour la famille. Des youtubeurs / pseudo-journalistes iront même jusqu'à dire qu'elle était morte du sida ou qu'elle avait été cambriolée et tuée par des danseurs jaloux. Je trouve que la mort en soi et les spéculations qui s'ensuivent empirent totalement la situation, faisant vivre une double épreuve à la famille. Mais les médias vont rapidement récupérer le drame et révéler que Mercedes Moore avait été retrouvée morte à son domicile, tuée par un homme qui était mort, un homme qui était un stalker. Une veillée est organisée par les proches de Jenny et Drake, oui Drake, lui dédie son album Certified Lover Boy. Alors cet album-là avait été aussi dédié à la top modèle Nadia Enchuli qui était aussi une amie proche de Drake et qui avait été tuée lors d'un accident de moto à Dubaï début 2021. La police enquête maintenant sur l'identité du stalker, de l'assassin de Jenny. Déjà, le mec s'appelle Kevin. Dès le début, ça va pas. Désolé pour les Kevin. Kevin Alexander Accarto a 34 ans et vient de Floride à Wellington, d'où ses messages sur le mur. D'ailleurs, il aurait dû y rester, en Floride. C'est un entrepreneur qui se rend au Texas dans le but de voir Jenny. Et étrangement, il n'a pas un casier judiciaire dramatique comme on pouvait s'y attendre, mais seulement quelques délits mineurs comme infraction au code de la route. C'était pas un criminel aguerri, mais pourtant il est parvenu à contourner la sécurité de Jenny, qui vivait dans une résidence sécurisée et il était a priori difficile d'en tromper la surveillance. En plus, il n'y avait pas de traces d'entrée par effraction dans la maison, donc c'est comme si la jeune femme l'avait laissé entrer chez elle de son plein gré. Le connaissait-elle ? Chaque pièce de la maison était pleine de sang et le médecin légiste conclut à une mort par strangulation et commotion traumatique, due sûrement à sa chute dans les escaliers. Vu que Jenny était une fille des réseaux, d'autres rumeurs vont s'y propager. Des rumeurs selon lesquelles elle connaissait son agresseur personnellement et que Jenny travaillait en fait comme escorte et que c'était pour ça qu'elle avait laissé entrer Kevin de son plein gré. Je trouve ça assez abracadabrant comme version et d'ailleurs les proches de Jenny tentent de défendre sa mémoire en disant que elle ne connaissait pas ce mec, ni d'Adam ni d'Ève, et qu'il n'avait pas eu de relation intime. Un ami dit aussi qu'elle gagnait bien sa vie, avait 2,2 millions de followers, donc elle n'avait pas besoin de faire l'escorte pour gagner sa vie. Et je suis assez d'accord avec lui, et surtout assez d'argent pour ne pas se mettre en danger avec un homme qu'elle ne connaissait pas. Parallèlement, la mort de l'influenceuse paraît être encore un mystère. Selon les enquêteurs, Kevin et Jenny se connaissaient et il y avait 2 indices qui permettaient cette conclusion. Les écritures sur les murs et le fait qu'il soit entré sans effraction
comme si la jeune femme lui avait ouvert volontairement. Alors personnellement, je pense que les écritures ne prouvent rien en soi. Kevin était sûrement un stalker qui s'était fait des films au sujet de Jenny. Il avait une obsession pour elle et ce qu'il a écrit sur le fait qu'ils se connaissaient n'était pas forcément vrai et pouvait être le fruit de son imagination morbide. De plus, il a très bien pu se faire passer pour quelqu'un que Jenny connaissait et l'attendait, peut-être étant donné son obsession. Il a très bien pu étudier le terrain en amont, afin de déjouer la sécurité de la résidence d'une part et la vigilance de Jenny d'autre part. La seule chose qui détermine finalement si les deux se connaissaient sont les éventuels appels, messages et s'ils s'étaient déjà rencontrés auparavant. Et la police ne va trouver aucun lien entre Kevin et Jenny. Kevin et Jenny n'avaient jamais parlé auparavant. London, la sœur de Jenny, pense que Kevin a attendu que Jenny revienne et sorte de sa voiture pour l'agresser et l'a forcée à entrer chez elle. Mais je trouve ça tiré par les cheveux car les cris auraient été entendus, à moins qu'il n'ait réussi à la menacer pour qu'elle ne fasse pas de bruit, à la neutraliser, mais des traces de lutte auraient pu être trouvées à l'extérieur de la maison dans ce cas. London pense qu'il l'a fait entrer dans la maison et l'a tuée ensuite. Puis, il va ensuite rester quelques jours chez elle, écrire les messages creepy avec du rouge à lèvres avant de se poignarder au cou et à la poitrine. Faut être sacrément courageux. Quant à l'adresse, Mark, le père de Jenny, pense que Kevin l'a obtenue car sa fille recevait régulièrement des cadeaux et des dons de la part de ses abonnés chez elle. Et d'ailleurs, il ne l'apprend qu'après sa mort et il affirme que s'il l'avait su avant, il aurait dit à sa fille d'utiliser une autre adresse exprès réservée pour les cadeaux. Alors, quelles étaient donc les motivations de Kevin ? La mère de Jenny, Jenetta Grover, dit qu'elle pensait que Accorto était un fan dérangé qui était devenu obsédé avec leur fille sur Instagram. Malheureusement, il l'a stalké et il a tué mon bébé, dit Grover. Field Ledford, un des voisins de Gagné dans les appartements de Cortland, a déclaré à Katie Archie que le complexe était généralement une zone très sûre. Ce serait assez surprenant de savoir qu'il s'agissait d'un intrus, quelqu'un qui est entré par effraction dans la maison, parce que je ne pense pas que cela arriverait ici, a déclaré Lenford. Quel était donc le motif du meurtre ? Cela semble flou, mais cela n'a pas été rendu public. Selon la famille de Jenny, Kevin était un fan obsédé qui a fait le voyage pour voir Jenny et l'a tuée. Cette affaire a aussi révélé le mauvais côté des gens sur les réseaux sociaux, et malheureusement on est assez familier avec ça. La mémoire de Jenny a été salie, juste parce que c'était une jolie fille qui avait réussi dans le domaine de l'influence. Tiens, ça me fait penser à pas mal de détracteurs qui se liguent contre les influenceurs qui ont réussi. Certains disent même qu'elle méritait ce qui lui était arrivé, compte tenu de son train de vie. Encore ici, de la jalousie envers son argent. Il ne faut pas oublier que les victimes sont des personnes réelles qui ont une famille et des proches, une vie, un avenir, des proches qui la décrivent d'ailleurs comme une bonne personne à laquelle on pouvait se fier. C'était quelqu'un d'aimé. Alors maintenant, tu peux mettre sur pause et mettre en commentaire ton scénario, car les circonstances sont très floues. Et ce n'est qu'à partir de maigres informations que j'ai pu émettre mes propres hypothèses. Kevin Alexander Accorto a voyagé depuis la Floride pour se rendre chez Jenny. Par conséquent, je pense que son obsession remontait à une date bien antérieure au meurtre. Assez antérieure que pour qu'il se motive à agir, malheureusement. Comme l'a dit le père de Jenny après sa mort, il était extrêmement facile d'obtenir l'adresse de sa fille, étant donné qu'on lui envoyait régulièrement des cadeaux à sa propre adresse. Et pour quelqu'un qui avait tant d'abonnés, je trouve ça très dangereux. Ça me fait un petit peu penser aux fans qui campent devant les maisons des youtubeurs ou célébrités en espérant les apercevoir et leur parler. Je trouve ça flippant. Et là, dans notre cas, Kevin était en plus quelqu'un de dangereux et malheureusement, ça a été prouvé par la suite. Kevin n'avait eu aucun mal à pénétrer dans la résidence sécurisée. Un autre voisin a déclaré à Click2 Houston que la résidence était fermée et qu'il était impossible d'y pénétrer sans connaître le code de sécurité. Et ce, pour l'entrée et la sortie. Donc, Kevin a pu entrer tranquillement sans être inquiété. A-t-il étudié en amont les lieux en se dissimulant? A-t-il été aidé par un voisin? S'est-il fait passer auprès de lui pour une connaissance de Jenny? Est-il ensuite entré de force dans la maison de Jenny, la menaçant d'un couteau? Ils ne se connaissaient pas du tout, donc il est quasiment impossible qu'elle ait laissé entrer de son plein gré. Est-il passé par la fenêtre? Les circonstances sont floues.
Mais je pense que vu son obsession, il a dû étudier au peigne fin les lieux en amont. Un voisin l'a peut-être aidé également à entrer au sein de la résidence et il regrette maintenant ce geste. Il serait également intéressant de connaître le contenu des caméras de surveillance pour mieux comprendre ce qui s'est passé, mais elles n'ont pas été révélées. Je suis tellement heureuse qu'on se soit dit qu'on t'aimait, a posté la sœur de Gagné. Je suis si heureuse d'avoir pu voir ton visage une dernière fois. Jenny, je suis tellement désolée. Je hais ça. Toute cette histoire me fait étrangement penser à l'érotomanie ou syndrome de Clérambault. Le syndrome de Clérambault, ça désigne un délire qui se caractérise par la conviction chez un individu qu'il est aimé par un autre. D'où les messages écrits en rouge dans la chambre de Jenny, donc au rouge à lèvres, par Kevin, et qui font écho à la phrase étrangement prophétique du père de Jenny, à savoir « Certains fans sont obsédés par toi ». Quand Kevin écrit « Jenny m'a fait faire ça », Elle se souciait de moi, mais elle portait l'alliance d'un autre homme. tout porte à croire qu'il s'est créé une relation fictive avec la jeune femme. Selon Wikipédia, un trouble addictif obsessionnel est un trouble dans lequel une personne devient trop impliquée dans les détails de la vie personnelle et professionnelle d'une célébrité. Les psychologues estiment que bien que de nombreuses personnes soient obsédées par les stars du cinéma, de la télévision, du sport et de la pop, le seul facteur commun entre elles et qu'elles sont toutes des célébrités aux yeux du public. Et les observations écrites au sujet de cette obsession pour les célébrités remontent au 19e siècle. Donc ça remonte à loin. On distingue aussi dans ce culte de l'adoration des célébrités ou Celebrity Worship Syndrome, le harcèlement obsessionnel simple. Il constitue la majorité des cas de harcèlement allant de 69 à 79% des cas. Essentiellement le fait d'homme, il est souvent associé à des personnes ayant partagé des relations personnelles antérieures avec leurs victimes. Ces gens ont une incapacité à maintenir des relations interpersonnelles, sont maladroits souvent, ont une estime de soi basse et un sentiment d'insécurité. Donc je pense que le fait d'être obsédé par une célébrité va pallier à ça pour eux, inconsciemment. On distingue aussi le culte personnel intense, et elle décrit un niveau intermédiaire d'obsession associé au névrosisme et à des comportements parfois psychotiques, la personne estimant par exemple que la célébrité est son âme sœur. Et là encore, il y a une faible estime de soi et de son corps, surtout quand elle trouve la célébrité physiquement attirante. Et ce culte personnel pousse bien souvent les gens à faire de la chirurgie esthétique, afin de ressembler le plus possible à ces stars. Et ça, c'est plus le fait de femmes qui ont plus tendance à avoir ce type d'obsession. Il y a aussi l'amour obsessif qui débouche sur une forme de harcèlement, basé sur une obsession amoureuse envers quelqu'un avec qui aucun lien personnel antérieur n'existait. Donc je pense que ça ressemble un peu plus à ça. Il n'y avait aucun lien entre Jenny et Kevin, aucune conversation, rien du tout. Avait-il auparavant envoyé des cadeaux à Jenny et se vengeait-il de l'absence de réponse, de l'absence d'amour de sa part, d'où les messages écrits au rouge à lèvres, oui elle a fait ça pour l'argent, etc. Je ne sais pas. Le harcèlement amoureux obsessionnel représente environ 20 à 25% de tous les cas de harcèlement. Ceux qui le manifestent sont plus susceptibles d'avoir un trouble mental, comme la schizophrénie ou la paranoïa en général. Et là, c'est un petit peu ce qu'on retrouve sur les messages écrits sur les murs, encore une fois. Et les harceleurs obsessionnels amoureux se persuadent souvent qu'ils sont en fait en relation avec le sujet de leur obsession. Et là, ici, c'est le cas, étant donné qu'ils pensent que même si elle est fiancée, elle s'intéresse à lui. Il y a une femme qui avait harcelé David Letterman durant 5 ans, prétendait être sa femme alors qu'elle n'avait aucun lien personnel avec lui. Il y a énormément de stars qui ont été victimes de ce harcèlement, dont Mila Kunis, Jennifer Aniston, Halle Berry ou encore Jodie Foster. Et bien d'autres. L'érotomanie fait référence aux harceleurs qui croient sincèrement que leurs victimes sont amoureuses d'eux. Les victimes, dans ce cas, sont presque toujours bien connues au sein de leur communauté ou dans les médias, ce qui signifie que ça peut aller des célébrités d'une petite ville, célébrités d'Instagram, aux grandes stars d'Hollywood. Ça représente moins de 10% des cas de harcèlement. Là encore, ça peut résulter d'un trouble psychologique sous-jacent, comme la schizophrénie, le trouble bipolaire ou la dépression majeure. Et la personne atteinte de ce trouble, et je trouve ça dingue, aurait tendance à penser que la célébrité utilise des moyens de communication sous-jacents tels que les médias afin de lui faire passer des messages.
Par exemple, la célébrité va dire à la télé « je vous aime », tout ça, en parlant de ses fans, et cette personne va être persuadée que la célébrité lui parle à elle, alors qu'ils ne se sont jamais vus auparavant, alors que la célébrité ne connaît absolument pas son existence. Ils vont croire à chaque fois qu'il y a des messages cachés, subliminaux, dans chacune des interviews, donc c'est des croyances irréalistes, mais ces personnes-là sont moins susceptibles de chercher une forme d'interaction avec la célébrité. De ce fait, cette obsession est entre guillemets moins menaçante pour les célébrités. Alors voici les signes qui indiquent qu'on est plus prompt à développer ce Celebrity Worship Syndrome. Alors les personnes qui sont plus promptes à avoir ce syndrome sont ceux atteints de narcissisme, de dépression, d'anxiété, de dissociation, de troubles addictifs, mais aussi les psychotiques, ceux qui ont eu une personnalité évitante. Et plusieurs études montrent que les niveaux d'anxiété et de dépression sont très élevés chez les gens qui ont tendance à avoir ce diagnostic. Ceci suggère que plus le culte des célébrités est intense et que l'individu perçoit avoir une relation avec la célébrité, plus l'individu est enclin au fantasme. Ce syndrome peut conduire à des manifestations malsaines comme le matérialisme, l'achat compulsif et ici l'assassinat, ce qui peut être soutenu par une étude réalisée par Robert A. Reeves, Gary R. Baker et Chris S. Truluck. Si tu es arrivé jusqu'ici, mets Jenny en commentaire et dis-moi aussi ce que tu penses des circonstances de la mort de la jeune femme. Comment Kevin a-t-il pu pénétrer comme ça dans la résidence, comme s'il était chez lui? A-t-il eu de l'aide de la part de gens jaloux de Jenny, car elle s'attirait énormément de jalousie, rappelez-vous? Je lis tous les commentaires, alors laisse ton scénario. Et enfin, prenez soin de vous et de vos proches, c'est très important. Souvenez-vous que les stars et les célébrités sont des êtres humains avant tout. Et suis-moi sur TikTok et Instagram si je te manque entre deux vidéos, si jamais. And remember, you rock.